Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore pour votre présence nombreuse au Géopolitique et puis à cette table ronde. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde aujourd'hui Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'IRIS et enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris 8 et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le Grand Livre de géopolitique ou l'Atlas des relations internationales. Frédéric Charillon, vous êtes professeur des universités en sciences politiques. Vous avez dirigé le Centre d'études en sciences sociales du ministère des Armées, ainsi que l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages sur la politique étrangère de la France et les relations internationales, dont récemment Les États-Unis dans le monde. En 2016, Nicole Niesotto, vous êtes professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au CNAM et depuis 2015, vous présidez le conseil d'administration de l'Institut des hautes études en défense nationale et vous avez également publié un certain nombre d'ouvrages dont Faut-il enterrer la défense européenne ou encore Où va le monde en collaboration avec Pascal Lamy. Henri Vernet, ensuite, vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, chargé de la politique et de l'international, chroniqueur politique dans diverses émissions, ancien auditeur de l'IHEDN, et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont celui pour lequel vous venez aujourd'hui de recevoir le prix de géopolitique de Nantes, article 56... 36, pardon. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a parlé. Article 36. Merci beaucoup. Donc, cette table ronde pour évoquer ensemble la France est-elle encore une grande puissance ? Sujet particulièrement intéressant à évoquer au vu de l'actualité toute récente. Et je pense que j'ai pas besoin d'y revenir parce que nous y reviendrons à un moment donné ou à un autre. Membre permanent du Conseil de sécurité, économie majeure, pays fondateur de l'Union européenne, la France se perçoit depuis longtemps et probablement encore aujourd'hui comme une grande puissance. Mais qu'est-ce que ça signifie ? J'aurais aimé qu'on commence à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, une grande puissance ? Qui veut commencer ? Pascal, peut-être ? C'est vrai que la puissance a changé de sens par rapport au siècle précédent. Auparavant, la puissance, c'était de pouvoir imposer aux autres sa volonté, et jusque la fin du XXe siècle, ça a fonctionné ainsi. Ce qui fait qu'une grande partie de la question de s'interroger sur le fait de savoir si la France est encore une grande puissance est sous-tendue par la réponse non, parce qu'elle ne veut plus imposer sa volonté aux autres. Mais en fait, personne ne peut le faire. Pas plus la Chine que les États-Unis. Les États-Unis ont du mal à imposer leur volonté à l'Iran, à la Corée du Nord et aux pays européens. On voit bien que non, et la Chine aussi. Donc en fait, le fait de dire que le pays le plus puissant peut faire régner l'ordre et imposer sa volonté aux autres, c'est quelque chose qui n'existe plus tout à fait. Il y a des tentations, bien sûr. Il y a des tentations impériales, et notamment Trump l'illustre parfaitement. Mais je crois qu'aujourd'hui, la puissance, c'est plutôt dans le fait de savoir bâtir des coalitions pour avoir de l'influence sur des sujets et de pouvoir faire passer des messages et bâtir des réponses collectives, parce qu'aucune réponse aux grands défis qui sont posés à l'humanité aujourd'hui ne peut être résolue par des réponses purement nationales. Il n'y a pas un seul État qui peut dire « je vais, par ma seule volonté, résoudre la question de la guerre civile en Syrie, du terrorisme, du réchauffement climatique, etc. » Et en fait, la France, elle a au moins l'avantage d'être légitime pour parler aussi bien sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan stratégique. Si la France évoque un des grands sujets, elle n'est pas ridicule. On ne demande pas, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Au nom de quoi elle parle ? Pour qui se prend-elle ? Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle peut imposer des solutions. L'illusion de le faire, il y a encore des fois des ratés. C'est vrai que Macron est bon dans le multilatéralisme, et lorsqu'il évoque un défaut de souveraineté sur l'Amazonie au Brésil, ça rétracte tous les Brésiliens aussitôt. Donc il ne faut pas apparaître comme étant trop interventionniste par rapport aux affaires des autres. Mais je crois que c'est ça aujourd'hui la puissance, c'est d'essayer de parvenir à des solutions qui ne peuvent être que multilatérales. Et pour l'instant, on verra ce que ça donne. Je pense que le nouveau créneau que la France a trouvé, c'est justement la défense et la promotion du multilatéralisme. C'est un espace sur lequel il n'y a pas beaucoup. Jacques Chirac est mort hier. Jacques Chirac restera dans les mémoires pour s'être opposé à la guerre d'Irak et pour avoir à ce moment fait que la France a pesé plus que son poids réel de par son refus de la guerre d'Irak, parce que c'était à la fois courageux et lucide. Et donc il faut trouver des espaces où la France peut à la fois faire quelque chose qui correspond à ses intérêts, mais qui correspond également à des intérêts collectifs.
La France n'est grande que si elle parle au nom de tous, mais de façon légitime, pas en cachant son intérêt national derrière l'intérêt collectif. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs occasions dans l'histoire où c'était cela, De Gaulle et Mitterrand l'ont incarné. Lorsque l'on peut incarner quelque chose qui est plus grand que la France, là on pèse plus qu'une autre poids réelle. Frédéric Charian, peut-être ? C'est tout à fait d'accord avec ce que dit Pascal, mais aujourd'hui la puissance c'est l'influence. Alors encore faut-il essayer de définir ce qu'est l'influence, parce qu'on a toujours, surtout d'ailleurs un petit peu en France, on a un peu cette manie dans les cercles officiels de décréter qu'il nous faut maintenant une diplomatie d'influence, pas forcément en ayant défini ce qu'était l'influence. D'abord je crois qu'on ne peut pas opposer la puissance et l'influence complètement, ce que font certaines approches théoriques. On dit d'un côté il y a le hard power et le soft power, en gros, hein, il y a l'utilisation de la force et il y a l'influence qui consiste à faire par des moyens non contraignants, en tout cas pas non violents, à faire à un autre acteur ce qu'il n'aurait pas fait tout seul. C'est ça souvent la définition de l'influence. Or, on sait qu'on est d'autant plus influent qu'on est puissant aussi. C'est la phrase de Audiard, pour changer un peu de registre, quand des types de 120 kilos disent certaines choses, des types de 60 kilos les écoutent. C'est un peu ça, si vous voulez, l'influence. Donc on ne peut pas complètement les opposer. L'influence, qui est donc effectivement, là on se rejoint tout à fait avec Pascal, la clé de la puissance, c'est-à-dire compter aujourd'hui sur la scène internationale, ça veut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on oublie, ça veut dire qu'il faut des objectifs, être influent pour quoi faire. Il ne suffit pas de dire on veut être influent. Être influent pourquoi ? Pour poursuivre nos intérêts, mais ça veut dire qu'il faut qu'on sache définir nos intérêts, qu'on ait les moyens ensuite de le faire, qu'on assume et d'avoir des intérêts et de dire on va les poursuivre. Ce qui est très frappant souvent dans les politiques étrangères occidentales, ce sont ces phrases pour dire on n'a naturellement aucun intérêt, on ne poursuit aucun intérêt national là-dedans, on y va pour les autres, pour être humanitaire, pour être gentil, etc. Non, l'influence, ça signifie qu'on a des objectifs, on a des intérêts, on veut les poursuivre, on met des billes sur la table. Combien de divisions, c'est toute la question, pour le faire, c'est financier, souvent. Ce sont des moyens à mettre en œuvre et il faut faire tout ça. Sinon, on ne peut pas avoir une politique d'influence et du coup, on ne peut pas non plus avoir une politique de puissance, on ne peut pas peser, tout simplement. Nicole Niesotto, quels sont les attributs de la puissance au XXIe siècle alors ? Pardon, je n'ai pas... Oui, je crois que l'interrogation sur la puissance française, elle est récurrente dans le débat stratégique et chaque fois qu'il y a une évolution dans le monde, on se pose la question de savoir si on est encore puissant par rapport à nos partenaires. Et ce qui est bien, il faut s'interroger sur cette question, mais moi ce qui me frappe, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans cette mondialisation qu'on a du mal à définir, pratiquement tous les 6 mois, il se passe quelque chose qui change le monde. Si vous regardez le monde depuis 2011 c'était les printemps arabes, 2013 la guerre en Syrie, 2014 la guerre en Ukraine, 2015 le million de migrants en Europe, les grands attentats en Europe, 2016 le Brexit et Trump, 2017 l'élection de Macron, 2018 la dictature en Turquie, bref, 2019 vous avez l'Algérie, le Hong Kong, l'Iran. Pratiquement tous les ans ou tous les 6 mois maintenant, le monde va tellement vite que ça change le monde. Et donc l'interrogation sur la puissance de la France, elle est pratiquement quotidienne, elle est obligatoire. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, la mondialisation, elle change beaucoup de choses dans la définition des puissances. Elle change d'une part la hiérarchie des puissances, ça c'est évident. Il y a 10 ans, les grandes puissances étaient encore les États-Unis et peut-être la Russie. Aujourd'hui, c'est visiblement les États-Unis et la Chine. Donc la hiérarchie des puissances aujourd'hui est complètement chamboulée par la mondialisation. Et la Chine, comme vous le savez, a l'ambition d'être la première puissance du monde d'ici les 100 ans de l'anniversaire de la fondation du régime communiste chinois. Elle change les moyens de la puissance, les facteurs de la puissance. Traditionnellement, et pendant toute la guerre froide, la puissance était fondée essentiellement sur des moyens militaires, et en particulier nucléaires. Alors, c'est encore vrai aujourd'hui, mais la mondialisation ajoute la puissance économique et la puissance technologique. Et donc, la France doit aussi se jauger par rapport à sa capacité de créativité industrielle et technologique. Et elle change surtout, la mondialisation change l'efficacité des puissances. Alors, Pascal a dit que tout à l'heure que même les États-Unis n'arrivent à rien, et ça je crois que c'est très très vrai. Ce qui est le propre de la mondialisation, c'est que certains auteurs ont appelé
l'impuissance de la puissance, c'est-à-dire certains pays accumulent les critères économiques, stratégiques, linguistiques, culturels de la puissance et n'arrivent à rien régler, même pas le Kosovo, même pas la plus petite crise de la planète. Et je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui l'intérêt d'une réflexion sur la puissance. C'est pas tellement de juger un pays par rapport aux autres, mais d'essayer de comprendre pourquoi, même collectivement, quand on est tous d'accord, on arrive très très peu. Et vous vous souvenez de cette phrase sans doute de Samuel Huntington dans les années 90, je crois que c'était en 95, avait écrit plusieurs ouvrages, mais il avait eu cette formule: la puissance passe from the West to the rest, de l'Occident à le reste. Il n'a pas dit l'Est, il n'a pas dit la Chine, il a dit le reste. C'est-à-dire, on est aujourd'hui dans une espèce de dilution de la puissance des États. Mais il y a une seule chose qui ne change pas, c'est la volonté de puissance, ou du moins la volonté de vouloir jouer un rôle dans le monde. Et ça, la France, elle l'a plus que tout autre. En tout cas, en Europe, elle l'a plus que tout autre. Les Français, ce n'est pas qu'ils ont une volonté impérialiste de dominer le monde et de recoloniser la planète, mais cette volonté de peser sur les évolutions de la mondialisation, sur les grands issues, les grandes questions de la mondialisation, et pas simplement les questions stratégiques, les questions environnementales, la question technologique, les questions éthiques. Et ça, c'est quelque chose que les Français ont au centuple. Et surtout, c'est quelque chose qu'ils sont pratiquement, et même pas pratiquement, ils sont les seuls à avoir au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça que, je dirais, on est peut-être une des plus petites puissances de l'Occident, mais on est la première puissance de l'Union européenne parce qu'on porte cette volonté de vouloir malgré tout influencer le reste du monde. Merci. Henri Vernet, alors, quels sont les attributs de la puissance au XXIe siècle ? Je pense que là, ils viennent d'être très bien décrits. Ils sont multiformes, et ils sont notamment puissance d'influence, puissance mondialisation, de pouvoir jouer avec les instruments de la mondialisation, qui sont le soft power, qui sont en effet l'influence sur les réseaux sociaux, d'ailleurs en matière commerciale, en matière économique. Tout cela a été parfaitement dit. Maintenant, sur la question fondamentale, la France est-elle encore une grande puissance ? En réalité, ça fait longtemps qu'un président y a apporté lui-même une réponse. C'était Giscard d'Estaing. Rappelez-vous, Giscard d'Estaing avait déclaré que la France n'était plus qu'une puissance moyenne. On était en pleine première crise pétrolière, on faisait le constat que l'Europe était encore assez balbutiante et que là-dedans, la France, eh bien, elle ne pesait plus que son poids, démographique, économique et même militaire, encore que là, ça reste quand même, on reste un peu surévalué par rapport à notre taille, à notre dimension. Mais clairement, il avait fait ce constat-là que la France était une puissance moyenne dans le grand concert des nations, qui était certes différent puisqu'on était avant la mondialisation. Et en même temps, une fois qu'il avait dit ça, c'était aussitôt pour y remédier et pour trouver des instruments d'influence et qui, en effet, je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit, qui déjà à l'époque étaient des instruments diplomatiques. Bon, on se souvient, Giscard, c'était lui qui avait donc fondé, qui avait inventé en quelque sorte le G7. C'est-à-dire qu'il fallait en quelque sorte démultiplier l'influence diplomatique, l'influence politique que pouvait encore espérer, escompter avoir la France. Et puis bon, il était aussi un président interventionniste sur un plan militaire, comme l'ont été beaucoup de ses successeurs. Mais disons que cette conversion de la France à jouer avec ses propres moyens, donc à démultiplier ses moyens dans des instruments diplomatiques, ça allait devenir l'Europe, c'est quand même resté un dénominateur commun de tous les dirigeants depuis ces années 1970. C'est vrai que les Français sont clairement, alors peut-être un peu les seuls, peut-être de moins en moins seuls, mais à vouloir que l'Europe soit une puissance politique. Et à cet égard, c'est d'ailleurs intéressant et significatif de voir que le chef de l'État actuel est totalement dans cette démarche-là, c'est-à-dire d'affirmer une Europe puissance politique. Alors, évidemment, nous, Français, on a nos travers. C'est-à-dire que dès qu'on se lance sur quelque chose d'international, dès qu'on veut en quelque sorte exporter une idée, on a tendance à voir les choses comme la France en plus grand. C'est l'Europe en plus grand, ça c'est connu, mais également dans d'autres domaines. Et quand je dis c'est un travers, bah oui, parce que ça rend notre politique, notre objectif, parfois un peu contre-productif, parce qu'évidemment, si on veut faire les choses avec les autres, donc être plus puissants ensemble, c'est-à-dire non plus nous, la seule France, puisqu'on n'en a plus les moyens, mais donc avec d'autres, le problème c'est disons qu'on n'a pas assez tendance, il n'est pas dans nos pratiques de se mettre à la place des autres, dans la peau des autres. Et donc, quand on veut développer quelque chose, c'est avec cette idée que ça doit ressembler à ce que la France
désire, à ce qu'elle souhaite. Or non, si vraiment on veut être efficace sur un plan collectif, donc si on veut que la puissance soit une puissance collective, il faut évidemment faire des compromis et accepter d'autres règles. J'ai quand même l'impression que on pourrait citer à l'infini des exemples d'impairs politiques et diplomatiques qui ont été commis par la France et qui font que ce crédit qu'on a pu gagner par moment, qu'on a pu avoir, qui ont fait un petit peu progresser cette idée d'une Europe puissance, eh ben on les a un petit peu perdus parce qu'on a trop voulu le faire à notre manière. Il me semble que ce travers-là, ce défaut-là, il est quand même un petit peu corrigé ces dernières années. Je crois d'ailleurs d'abord par le poids des réalités, parce que vous dites que la France est la première en Europe. Oui, politiquement peut-être, mais économiquement non. Enfin, je veux dire, on a assez dit que ces 15 dernières années, la patronne de l'Europe, c'était Madame Merkel et l'Allemagne. Clairement, ça, du fait du poids économique de l'Allemagne. Et également d'une volonté politique de l'Allemagne qui s'est affirmée ces dernières années. On a bien vu d'ailleurs que toute la crise financière, la crise, notamment la Grèce, tout ce qu'on a connu en Europe, c'est quand même l'Allemagne qui a été maîtresse du jeu. C'est clairement en train de changer. Ça change depuis, depuis ces 2-3 dernières années, ces 2 dernières années en tout cas, avec un affaiblissement de l'Allemagne. Et donc, il est important, à mes yeux, pour que la France et l'Europe soient puissance, que cette puissance, encore une fois, soit vraiment collective et que donc on partage davantage nos règles, nos objectifs. C'est à ce seul prix que l'Europe pourra devenir politique. On voit bien en plus que cette Europe, elle est quand même traversée par de réelles crises identitaires. Ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe dans bien des pays ex de l'Est montre que l'objectif commun d'une Europe qui irait d'un même pas vers un même but, on n'y est pas encore. Mais on progresse. Dernière toute petite observation, vous disiez les Français ont une volonté de puissance. On a cette tradition. Moi, j'ai quand même l'impression que pour être puissant, il faut avoir une conscience de ce qu'on veut, une conscience de ce qu'on est. Or, la France est quand même un pays qui est traversé depuis maintenant pas mal de temps, qui est secoué par une réelle crise identitaire. On l'a vu à maintes reprises, y compris les tout récents épisodes des Gilets jaunes. Montre que nous sommes un pays, une société qui ne s'aime pas. Qui ne s'aiment pas tellement et qui est divisée entre elles. Et que refaire nation, refaire société, c'est pas si évident. Donc pour être puissant, pour peser, il faut déjà avoir cette conscience de soi-même, cette conscience de soi. Bon, évidemment, les Chinois, pour d'autres raisons, ne se posent pas ces questions. En quelque sorte, la confiance est peut-être quelque part obligatoire. Mais disons que dans beaucoup de pays, cette crise identitaire, c'est ce côté centripète est moins évident. Et il y a davantage de sûreté de soi. Pascal Boniface, vous vouliez compléter. Je voulais rebondir sur un passage de ce qu'a dit Henri, qui a bien en fait présenté les 2 défauts traditionnels des Français par rapport au thème de la puissance, c'est l'orgueil ou l'autoflagellation. C'est-à-dire qu'on va, comme on est les meilleurs, on va donner les solutions que tout le monde va suivre et c'est pas la peine de négocier avec eux parce qu'on éclaire de notre lumière l'ensemble du monde. Et l'autoflagellation, disons que Giscard était lucide, mais la lucidité sans volonté ne mène pas à grand-chose. Et quand Giscard dit que la France est devenue une puissance moyenne, c'est quelque chose qui est en fait démobilisateur et qui en plus est inexact. Parce que puissance moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on serait au 80e, 90e rang mondial, puisqu'il y a 190 États dans le monde. La France n'est pas une puissance moyenne, c'est une puissance d'influence. Et elle est moyenne au sens où il y a peut-être une dizaine de pays qui peuvent se targuer d'être des puissances à vocation mondiale. Donc, ou alors on peut dire que la France est une puissance à vocation mondiale, une puissance moyenne à vocation mondiale, parce qu'on n'est qu'une dizaine et pas plus dans cette catégorie. Alors c'est bien d'être lucide, de ne pas trop effectivement penser qu'il suffit que la France veuille pour que ça se fasse, et beaucoup d'erreurs au niveau européen ont été faites justement de cette conviction que l'Europe n'était qu'une France élargie et que c'était pas trop la peine de s'occuper des Italiens ou de négocier avec les Espagnols pour avancer. Mais en même temps, pour l'instant, et c'est le sens de la Ve République, la France fonctionne bien au niveau international quand elle parvient à peser plus que son poids réel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France pèse pour 1% des décisions internationales, qui est son poids démographique. Ou pour 3 ou 4% je me trompe Sylvie, on doit faire 3 ou 4% du PIB mondial à peu près.
Même pas, bon d'accord. Bon, et donc, quand on va à l'étranger, on n'a pas l'impression qu'on compte pour 1% du monde. On a l'impression qu'on compte un peu plus parce qu'il y a eu des coups d'éclat, parce qu'il y a eu une diplomatie quand même très active, qu'il y a eu des réussites, qu'il y a un tas de choses, etc., qui fait qu'on arrive un peu à faire cela. Et c'est, je pense, ça que l'on doit rechercher. Mais pour peser plus que notre poids réel, il faut avoir une analyse exacte de la situation et ne pas nous surestimer. Et donc la difficulté, c'est comment avoir un regard lucide sur ce que nous sommes sans que ça entraîne une démobilisation, et comment être volontaire sans pour autant nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Et quand on parvient à faire cela, c'est une martingale un peu délicate à trouver, mais quand on parvient, quand la France, je prends un exemple, l'accord sur le climat de décembre 2015, il était signé grâce à un effort multilatéral de la diplomatie française. C'est pas seulement la France, parce qu'il y a quand même eu, on est tombé au bon moment, d'autres pays le voulaient, la Chine était volontaire à l'époque, les États-Unis, mais quelque part quand même la France a joué ce rôle d'entraînement qu'elle a pu faire et qui est bien tombé. Et on pourrait multiplier les exemples comme cela. C'est donc, il faut être lucide dans nos rapports de force, mais en même temps volontaire. Alors, on a évoqué la volonté de puissance qui fait partie de l'identité française, mais aussi la crise identitaire qui traverse notre pays, la question de l'impuissance de la puissance, et c'est très intéressant. On pourrait se demander, est-ce que c'est une fin en soi, cette idée de se projeter comme une puissance, voire une grande puissance, et qu'est-ce que ça apporte en fait à notre pays? C'est quelque chose, c'est une question que pourraient nous poser certains Européens, parce que c'est un concept, cette idée de puissance et de se projeter comme une grande puissance, qui est souvent incompris ou mal compris de nos partenaires européens. Frédéric Charillon, peut-être. Oui, c'est vrai que cette volonté française d'être puissante ou influente comme un objectif en soi est un peu souvent problématique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce que nous souhaitons, c'est continuer d'être considéré comme influent. Et comme puissant. Mais effectivement, la question est de savoir pourquoi faire. Alors, il y a quand même autour de ça, il y a un point très précis, c'est qui n'est pas complètement, c'est pas juste comme ça de l'orgueil. Il y a un début de stratégie derrière qui d'ailleurs souvent, quand on pense que c'est un peu de la une espèce de mégalomanie française ou d'arrogance, c'est souvent à partir d'un malentendu sur le terme de grandeur qui date du général de Gaulle. En réalité, le général de Gaulle, quand il parlait de grandeur, il y avait une stratégie. C'est pas la folie des grandeurs, ce qu'on pourrait penser comme ça avec le mot. La grandeur, c'est une espèce de mégalomanie. Non, la grandeur, c'était déjà la prise de conscience que comme nous n'avions plus la même puissance qu'avant et que nous ne pourrions plus être dans la même catégorie que les grandes puissances montantes, soit celles qui ont émergé de la Seconde Guerre mondiale, États-Unis, Union soviétique, soit plus tard la Chine et les autres, il fallait donc que nous ayons la grandeur. C'était une stratégie pour compenser la force par le verbe, par la justesse d'analyse, etc., etc. Bon, là, aujourd'hui, quand on dit il faut qu'on soit influent, il faut qu'on soit considéré comme une grande puissance, souvent ça renvoie à un point précis, c'est la défense du siège permanent aux Nations Unies. Et du coup, là, il y a une dialectique un peu compliquée qui se met en œuvre, parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'on veut y être juste comme ça, voilà, pour y être, pour dire, oui, on fait partie des grands, et ça. Non, il y a quand même là une défense d'un intérêt évident. C'est-à-dire que le siège permanent aux Nations Unies, oui, il nous donne un statut, mais pas juste pour l'orgueil. On est en business class, si je puis dire. On fait partie d'un club politique. C'est la même logique que la détention de l'arme nucléaire. La détention de l'arme nucléaire, elle vient de très loin. Elle vient du traumatisme de 1940. Elle vient de tas de choses, mais elle vient aussi de la crise de Suez de 1956, où après ça, on se dit, si nous avions été une puissance nucléaire, on ne nous aurait pas parlé sur ce ton. Donc, il n'y a pas que... je veux dire, quand la France, c'est vrai, la diplomatie française souvent répète, évoque la notion d'influence, de puissance, on a l'impression que c'est juste de l'orgueil, que c'est juste une question de rang, quasiment de classe sociale internationale. Non, en réalité, je crois que nous savons que notre position, la défense de nos intérêts passe par le maintien d'un certain nombre de prérogatives, notamment le siège permanent et donc le droit de veto aux Nations Unies. Or, pour maintenir ça, pour conserver ça, il faut qu'on en soit digne. Et d'où l'activisme français souvent, d'où le fait de dire nous devons prendre une position là-dessus, nous devons prendre une initiative là-dessus, parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si nous, membres permanents, on ne dit rien
face à telle ou telle situation, alors vraiment, on ne méritera plus notre siège. Et là, on va avoir des ennuis parce que tout le monde est bien conscient qu'il y a d'autres puissances ailleurs dans le monde qui, elles, ne sont pas membres permanents. Et on pourrait franchement se poser la question de savoir pourquoi nous, on y est et pas eux. Et donc, il y a en réalité cette dialectique en permanence, oui, du statut, du rang, de l'influence et de la puissance, mais en réalité, derrière, il y a les outils pour défendre nos intérêts que nous devons conserver. Avec un prisme, somme toute, très politique et stratégique, d'autres puissances ont fait d'autres choix, le choix économique en particulier, avec peut-être plus d'efficacité. C'est une question sur laquelle on pourra revenir. Alors, est-ce que la puissance est une fin en soi, Nicole ? Non, absolument pas. Et je ne crois pas que je sois d'accord avec ce qui vient d'être dit. La puissance française, c'est un projet qui change évidemment avec chaque gouvernement, mais c'est aussi un héritage. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis le général de Gaulle en tout cas, cet héritage, il est quand même très permanent et très consensuel pendant toute la Ve République. Et cet héritage, c'est de façonner la France comme un pays indépendant, d'où notre insolence dans l'Alliance Atlantique et qui continue aujourd'hui entre Macron et Trump. Il y a peut-être une bonne entente comme ça, mais il y a une division, enfin une singularité de la France qui n'a pas peur de dire non. Et déjà Jacques Chirac l'avait montré dans toute sa splendeur. Donc il y a une indépendance de la France et il y a en même temps une très grande solidarité avec ce qui n'est pas l'Occident. Ça, c'est une partie de l'héritage de Gaulle et qui est encore aujourd'hui très vrai. Donc notre héritage aujourd'hui est une partie de notre projet. Pourquoi ? Parce que la France est encore attendue dans certaines parties du monde, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient. On le voit aujourd'hui pour la question de l'Iran, pour éviter une guerre possible, voire probable, entre l'Arabie Saoudite, Israël et l'Iran, eh bien, la France joue aujourd'hui le rôle d'un médiateur. Donc je crois que c'est pas simplement pour le plaisir d'avoir un siège aux Nations Unies et de faire de beaux discours. Il y a toute une espèce de tradition, de responsabilité historique de la France, et tous les présidents de la République, qu'ils soient de droite, de gauche ou de droite et de gauche, endossent cet héritage quand ils arrivent au pouvoir. Deuxièmement, si je puis dire, aujourd'hui, quel est le projet de la puissance française ? Je crois que c'est intéressant de voir que dans la mondialisation, il évolue. Ça n'est pas tellement l'influence, parce qu'on ne sait pas sur qui influer aujourd'hui, comme on ne sait pas où est la puissance, on ne sait pas sur qui influer. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en tout cas, pour ce gouvernement, le rôle de la puissance française, c'est d'être conservatrice. Et c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de la puissance française. Nous ne sommes pas une puissance révolutionnaire. Nous ne sommes pas une puissance qui veut changer le monde. Au contraire, nous voulons conserver un ordre mondial qui a été celui de l'après-guerre et qui est fondé sur 3 choses: la démocratie, le libéralisme économique et le multilatéralisme. Et nous voulons conserver cet ordre devant une Amérique qui, elle, est totalement contestataire, totalement révolutionnaire, qui veut abolir le libéralisme pour mettre du protectionnisme, qui se désintéresse totalement de la démocratie et qui préfère l'unilatéralisme que le multilatéralisme. Et ça, je crois que c'est une vraie mission de la France, c'est d'être conservateur sur le plan du système international. Et la deuxième fonction que la France se donne aujourd'hui, et là aussi c'est nouveau, c'est intéressant, mais ça rappelle quand même l'héritage gaulliste, c'est d'être une puissance de médiation. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire bouger les statu quo. Il y a un statu quo aujourd'hui sur la Russie, on peut être d'accord ou pas avec les initiatives qui ont été prises par le président Macron, mais il y a l'idée qu'il faut que ça bouge. On ne peut pas être dans un monde où tout bouge, sauf la relation avec la Russie. Même chose sur l'Iran. Il faut trouver une médiation de façon à éviter le pire. Et je crois que ça, c'est véritablement à la fois un projet et une fidélité à l'héritage. Après, j'ai d'autres choses à dire sur l'Europe, mais peut-être qu'on y reviendra. Oui, moi je partage assez ce qui vient d'être dit sur la volonté, sur la finalité. Pour moi, en réalité, il me semble que la finalité de la puissance telle que la voit la France, c'est la défense des valeurs. Donc vous dites conservatisme, qu'on veut conserver ces valeurs. Oui, on veut les défendre. J'en rajouterai une par rapport à celle que vous avez énumérée, qui est beaucoup dans l'air du temps, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est préserver ça aussi. Désormais, ça fait clairement partie des objectifs affichés. Et donc, si la France affirme
cette volonté de puissance, et encore une fois, elle espère le faire également donc avec ses partenaires européens, c'est pour d'ailleurs préserver les valeurs. Ça figure dans 2 discours. Assez dernièrement, dans un de ses discours, Emmanuel Macron avait parlé de l'art de vivre à la française. Ça avait un peu choqué, d'ailleurs, on s'était demandé, mais c'est quoi l'art de vivre français? Et puis tout récemment, évidemment, cette polémique, alors qu'il y a lieu d'être ou pas, parce qu'aujourd'hui tout fait polémique, et puis la moindre brindille le fait, et 2 heures après on passe à autre chose. Mais bon, je parle de la polémique sur l'intitulé du commissariat, la préservation, la défense des valeurs européennes. Alors le tout, c'est de s'entendre sur que sont les valeurs européennes. Et en réalité, moi, je pense que ça se rejoint. C'est-à-dire qu'on parle d'art de vivre à la française et on parle tout simplement de valeurs européennes qui sont celles que vous avez évoquées. C'est-à-dire, quand même, nous vivons dans des espaces où la démocratie reste à peu près, enfin, quand je dis à peu près, c'est un peu volontairement provoque, mais reste quand même une réalité, où il y a une liberté d'opinion, liberté de la presse, même si elle est battue en brèche dans bien des États membres de l'Union européenne, où il y a la liberté de commercer, où il y a évidemment d'aller et venir, enfin bref, toutes ces libertés fondamentales qu'on connaît, mais qui sont importantes à défendre. Et donc le projet aujourd'hui, c'est cela. Quand on cite en effet la France, quand elle défend ses valeurs sur le terrain international, donc avec un affrontement, par exemple, avec les États-Unis, hier c'était contre Bush, c'était les valeurs de la liberté des peuples à choisir eux-mêmes leur destin. Aujourd'hui, c'est en effet également sur le plan des valeurs que la France, mais même l'Europe, d'une certaine manière, se trouve confronté à l'américain de Trump. Mais là, il y a donc cette idée-là. Le tout, en effet, là où reste le défi, c'est qu'une fois que la France a affirmé cela, d'abord, il faut s'en donner les moyens. Mais là, encore une fois, il me semble que c'est le cas, parce que cette revendication d'une Europe puissance politique, d'une Europe qui se dote des moyens de se défendre, c'est une idée, ça paraît le serpent de mer, on en parle depuis très longtemps, ou l'Arlésienne. Mais là, le fait est que de plus en plus de pays commencent à partager cette idée-là, cette idée que un espace, donc en l'occurrence une Union européenne qui partage des valeurs, eh bien aussi bien elle peut s'entendre sur progresser sur les travailleurs détachés par exemple, mais que pour défendre donc cette façon de vivre, de travailler, de commercer, il faut également avoir une sécurité, une défense autonome. Ça progresse. Donc là, il y a une volonté de puissance, il y a une finalité qui est assez claire. Ça passe vraiment par des partages d'objectifs. Donc pour moi, pour répondre à votre question, la finalité, la volonté de puissance de la France, elle s'appuie là-dessus. Elle s'appuie sur comment défendre nos valeurs en les définissant, en se mettant un minimum, un tant soit peu, d'accord sur elles, en les partageant. Peut-être d'ailleurs que, puisque maintenant il y a un commissariat donc à la protection des valeurs européennes, peut-être faudrait-il les définir plus précisément. On a déjà des chartes, on a déjà pas mal de choses, mais bref, qu'on s'entende là-dessus. Voilà ce qui me paraît assez nouveau et précis aujourd'hui. Merci. On a parlé tout à l'heure du général de Gaulle, et je crois que c'est le général de Gaulle qui disait que la grandeur avait un coût. Est-ce que la France, et on voit le coût financier, certes, de la puissance et de la volonté de puissance de la France, il y a aussi un coût politique, et on peut se rappeler, puisque c'est d'actualité ces jours-ci, 2003, et l'opposition des Français et du président Chirac à la guerre en Irak. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a encore les moyens d'assumer ce coût de la puissance ? Il y a une contradiction. Tout à l'heure, Frédéric parlait de l'influence. C'est que tous les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés depuis très longtemps ont tous parlé, il nous faut une diplomatie d'influence, sauf que les moyens du Quai d'Orsay sont réduits chaque année et qu'on arrive à l'os. Là, c'est bon. Quand on voit les alliances culturelles, les moyens, les instituts français, leurs moyens, ceux qui participent au débat d'idées internationales, qui vendent la France à l'étranger, leurs moyens sont de plus en plus réduits. Et alors que les autres pays musclent leur dispositif, il n'y avait pas d'Institut Confucius en 2005, il y en a autant qu'il y a d'instituts français, d'alliances françaises qui existent depuis 150 ans. Donc il y a des pays, et alors le Brésil aussi s'était beaucoup musclé, mais c'est en rétraction, et c'est vrai qu'on ne se donne pas les moyens. On a sanctuarisé le budget de la défense, le budget des affaires étrangères n'est pas sanctuarisé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un lobby des diplomates. Les diplomates ne vont pas aller faire grève, qui sont pas bien vus parce que le préjugé, c'est que c'est des gens qui passent leur temps en cocktail à pas faire grand-chose, qui est
diablement faux, alors qu'on devrait au contraire, et c'est pas cher, se donner plus les moyens d'être actifs, d'être représentés, si on veut, et que les ambassades se sont mis depuis longtemps à la diplomatie économique, qu'elles aident les entreprises à conquérir des marchés. Et donc effectivement, il y a une contradiction entre un discours de la grandeur qui reste permanent et des moyens on veut peser comme une multinationale et en même temps on a les moyens d'une PME, et au bout d'un certain temps, quel que soit le talent des uns et des autres, l'énergie des uns et des autres, ça commence quand même à se voir. Et là, je pense qu'il y a un réel danger et sur lequel les ministres des Affaires étrangères sont régulièrement battus par Bercy sans qu'ils puissent faire autrement. Peut-être qu'il faudra qu'un jour, il y en a un qui mette son chapeau sur la table ou fasse un coup d'éclat, mais là, il y a vraiment quelque chose qui pêche. Et en apparence, le budget des sports est augmenté, mais en fait, c'est un jeu de passe-passe. Il y a 2 budgets qui sont sans cesse, dans lesquels sans cesse on taille des croupières, tout en disant qu'on veut rayonner la diplomatie et le sport, et ce sont les 2 budgets qui sont régulièrement taillés, et là, il y a un vrai problème. Oui, juste 2 mots là-dessus. Tu disais, alors c'est vrai que notre réseau diplomatique, c'est vraiment c'est la variable d'ajustement. Bon, pour le peu qu'elle pèse, d'ailleurs, parce que c'est vraiment peanuts dans le budget global, mais même ce petit peanuts, il est en effet réduit. Alors les diplomates, si, ils ont fait grève, mais les malheureux, ça s'est pas vu. Je veux dire, ça n'a pas paralysé ni Paris ni aucune grande ville, et donc ils pouvaient faire grève ou en effet aller manger des rochers Ferrero. Je veux dire, le résultat aux yeux de la population était le même. Et c'est vrai que les ambassades, le réseau, c'est même assez inquiétant, puisque tu parlais de faire de la diplomatie économique, c'est plutôt de l'économie des ambassades, puisque vous savez que beaucoup d'ambassadeurs, leur principale tâche, c'est de vendre le patrimoine. J'ai un ami qui était ambassadeur à Vienne il y a quelques années. Le malheureux, sa grande activité, ça a été de vendre l'ambassade, la résidence qui était un palais historique viennois, de le vendre. On se souvient aussi pas des polémiques, mais on avait beaucoup parlé de la vente, par exemple, du triplex sur Park Avenue de la représentation française à l'ONU. C'est ça la réalité. Et vous croisez aussi des diplomates qui vous expliquent comment dans leurs ambassades, ils organisent ils louent leur résidence ou l'ambassade, sont loués par exemple à l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ou de n'importe quelle grande ville pour tout simplement pour rentabiliser les locaux, pour pouvoir payer l'entretien. On en est là quand même. On en est là. Bon, est-ce que c'est aberrant? Si au moins on développait, je reviens toujours à cette coopération internationale et singulièrement européenne, à un moment, il y avait cette idée de développer, par exemple, des co-ambassades avec l'Allemagne. Ça aurait pu d'ailleurs être avec un autre pays européen. En l'occurrence, c'était l'Allemagne. Et puis finalement, ça ne marchait pas parce qu'on se heurte à une disposition de la Constitution qui est tout simplement que la souveraineté nationale ne se partage pas. Mais peut-être aurait-on pu trouver des ajustements. Bref, c'est clair qu'il faut faire des efforts d'imagination. Alors, tout n'est pas noir. Par exemple, si on reste dans ce registre des ambassades et des économies, à Rome, par exemple, l'ambassadeur s'en tire pas mal, en l'occurrence l'ambassadrice je crois actuellement, parce que le Palais Farnèse est loué donne lieu à des expositions qui ont un grand succès. Et donc ça rentabilise un petit peu, sans lâcher les murs. Mais bref, on voit que la fonction de diplomate, c'est aussi de chercher des sous et de les économiser. Évidemment, c'est autant de temps perdu pour l'influence. Le deuxième volet quand même par rapport à ça, c'est également, et là aussi on régresse, c'est quand même la capacité d'attrait intellectuel d'un pays. Et quand on voit la perte d'influence, la perte de puissance des universités, des grandes écoles françaises, où on a assez parlé des différents classements internationaux, c'est clair que les étudiants étrangers, quel que soit le continent d'où ils peuvent venir, sont désormais moins attirés par la France. Et en plus là-dessus, on rajoute, on renchérit les droits d'inscription de manière vraiment pénalisante, notamment pour des continents comme l'Afrique ou l'Asie qui pourraient venir chez nous. Donc là aussi, c'est peut-être de vrais grands enjeux de politique pour les dirigeants qui devraient être davantage pris en compte. Nicole Niesotto. Oui, juste un point rapide. Je suis complètement d'accord. Il y a un vrai paradoxe et presque un scandale à parler de diplomatie culturelle sans moyens, c'est-à-dire en désinvestissant sur les lycées français à l'étranger, sur les instituts, tout ce que vous avez dit. Et du coup, on a l'impression que comme on ne peut pas financer l'influence extérieure française, on finance au moins
le coût de la responsabilité par le sang, c'est-à-dire le budget de la défense, qui est sanctuarisé, qui sera de 35 milliards d'euros en 2019, qui va encore augmenter en 2020, parce qu'on considère qu'il n'y a pas seulement le coût financier qui pourrait être culturel, mais il y a un coût humain, les interventions militaires. La France est le seul pays européen qui ose encore faire des interventions militaires, en particulier au Sahel. Et on a l'impression, enfin j'ai l'impression que dans la définition de la puissance française, alors qu'on a une vision très moderniste de la mondialisation, on a encore une vision très traditionnelle de la puissance qui est fondée malgré tout sur le critère militaire, comme c'était le cas durant la guerre froide. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est de cumuler les deux, c'est-à-dire des moyens militaires importants pour d'éventuelles interventions et des moyens d'influence culturelle plus sanctuarisés. Avec quand même, on a l'impression depuis 2 ans qu'Emmanuel Macron réinvestit le terrain culturel, notamment réinvestit la francophonie. On n'avait même plus de ministre à la francophonie depuis au moins 5 ou 6 ans, qu'on a l'impression que là, il y a de nouveau un enjeu, mais c'est vrai qu'on est très conservateur à cet égard. Le budget du Quai d'Orsay, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près 5 milliards d'euros annuels. C'est moins de 1% du budget général de l'État. Le livre de Maurice Weiss sur l'outil diplomatique français est chiffré à une baisse quasiment de 50% les moyens du Quai d'Orsay sur la période 86-2016. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande, c'est vrai, à la diplomatie française de faire beaucoup, beaucoup plus, parce que le monde est de plus en plus compliqué, les acteurs, les enjeux, les partenariats avec le privé, etc. Tout ça se multiplie avec substantiellement moins. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, on découvre qu'en matière de diplomatie, ou de politique étrangère, ou de puissance, ou d'influence extérieure, la formule « on peut faire mieux en dépensant moins », elle est très difficilement praticable en réalité, parce qu'ailleurs, on voit bien qu'il y a des projets qui sont financés très lourdement. Quand le Qatar veut Al Jazeera pour avoir un instrument d'influence, il met beaucoup d'argent sur la table. Quand la Russie, quand les États-Unis, bien entendu, quand la Chine, quand d'autres, eux-mêmes d'ailleurs qui sont plus petits, dont on connaît les efforts d'influence un peu moins bien ou sur lesquels on se penche un peu moins, ont des projets particuliers, ils les financent, ils savent les financer avec une priorité. Donc ça marche pas tellement. Le deuxième point, c'est aussi ce que disait Henri Vernet tout à l'heure. Il n'y a pas que l'argent, c'est vrai, il y a aussi le message. Et ça, je trouve que c'est très important. D'ailleurs, dans l'intitulé, c'est que la France est encore une grande puissance, et c'est le « encore » qui, évidemment, qui nous interpelle. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, sur la période, il y a eu une baisse? Est-ce qu'il y a eu un âge d'or qu'il n'y a plus? Est-ce qu'il y a des hauts et des bas? En matière de moyens, oui, il y a des hauts et des bas. Mais ça, c'est normal, et on n'est pas les seuls. Il y a des périodes de vaches grasses, il y a des périodes de vaches maigres. On a eu la crise de 2008 qui a porté un coup très dur, pas seulement à la France. Les Britanniques ont beaucoup souffert aussi. Peut-être qu'ils ont réformé, ils ont ajusté leur budget différemment pour la diplomatie en multipliant davantage les contrats locaux dans leurs ambassades, mais ils en ont souffert aussi. Mais il y a aussi le message. Est-ce que notre message, est-ce que nos moyens, nos relais d'influence sont aujourd'hui à la hauteur? Est-ce qu'ils l'ont été davantage? Mon sentiment, mon impression, mais il y a sûrement des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, c'est que d'abord le message n'a pas toujours été aussi clair. Je ne suis pas sûr que sur toute la période de la Ve République, le message de la France dans le monde, il l'a été à certains moments. Il a été sous le général de Gaulle, il a été sous François Mitterrand. Il y a eu des ambiguïtés, y compris chez nos alliés à propos de Valéry Giscard d'Estaing, quand on disait la France n'a pas d'ennemis, ou quand sur l'Afghanistan ou sur d'autres. Bon, il y a eu des moments où peut-être le message a été moins clair. Et puis il y a effectivement cette question des relais d'influence, les universités, les think tanks, même si nous avons d'excellents think tanks en France, et un en particulier que nous aimons. Mais c'est vrai que c'est un sujet. C'est vrai qu'il y a peut-être des pratiques d'influence qui sont un peu plus difficiles en France, parce que c'est peut-être difficile de trouver des moyens, c'est peut-être difficile de trouver des bailleurs de fonds, peut-être qu'on y croit moins, peut-être que nous avons moins cette culture que d'autres, peut-être que ça n'est pas une piste pour nous d'ailleurs et qu'il faut en explorer d'autres. Je ne sais pas s'il faut absolument qu'on ait la même chose que les autres, mais nous avons ce problème. Voilà. Donc en matière d'influence, il y a des moyens et il y a aussi le message, il faut les deux et ils fluctuent, ils ne sont pas forcément toujours aussi forts.
Merci. Alors nous avons déjà beaucoup évoqué la question européenne et l'Europe. Et étant économiste, désolé, personne n'est parfait, quand on parle de puissance, on va tout de suite regarder les PIB. Et là, en la matière, il n'y a pas photo, c'est que la grande puissance aujourd'hui, c'est quand même l'Union européenne et l'économie européenne. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que les Européens, et qu'ils aient une perception de leur puissance ou pas, les Européens se placent quand même encore très bien, même si les choses ont beaucoup changé dans le classement des 15 premières puissances en termes de PIB. Vous retrouvez, on doit être à 7 Européens aujourd'hui dans les 15 premiers, donc c'est radicalement moins qu'il y a une vingtaine d'années, mais ça reste quand même très honorable. Et cette volonté de puissance européenne aussi conduit à une certaine concurrence entre les pays européens ou entre les entreprises européennes. La question que j'aurais aimé poser avant de laisser la parole à la salle et les questions à la salle, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction pour la France à se penser comme une grande puissance et encore comme une grande puissance et à penser l'Europe puissance également? Et là, je me tourne vers Nicole Niesotto, bien évidemment, pour me répondre. Oui. D'abord, pour mettre quand même les points sur les i, en Europe, nous sommes seuls. Nous sommes les seuls à vouloir vraiment que l'Union européenne compte dans le monde, qu'elle soit en tant qu'Europe assise à la table des négociations qui vont faire les prochaines règles de la mondialisation, qu'il s'agisse de la gouvernance de l'Internet, qu'il s'agisse de la gouvernance des manipulations ou des percées génétiques, qu'il s'agit de l'intelligence artificielle ou qu'il s'agit des crises régionales. On est les seuls à vouloir que les Européens aient un mot à dire. Non pas le dernier mot, mais un mot à dire dans le règlement de ces enjeux majeurs, plutôt que d'être obligés d'accepter des règles écrites par les Chinois et les Américains. Et on est les seuls. Alors évidemment, on a la Belgique avec nous, le Luxembourg, parfois l'Italie, parfois l'Espagne, ça dépend des années. Mais quand même, grosso modo, si la France n'était pas là, l'Europe serait aujourd'hui une très grande zone de libre-échange qui irait jusqu'au Caucase, voire peut-être plus loin, qui serait élargie notamment à la Turquie et qui serait une zone d'ultralibéralisme économique sans dimension sociale, sans dimension politique, sans dimension technologique. Donc voilà, ça il faut le dire. On est les seuls et on porte à la fois cet héritage et cette ambition. Alors c'est difficile parce que quand parfois on se tait, quand parfois un président de la République française, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, qui avait de bonnes raisons de le faire, mais décide que la priorité de son quinquennat sera de réintégrer l'OTAN et de mettre tout le paquet dans une réintégration réussie de la France dans la structure militaire intégrée de l'OTAN, tous nos partenaires européens nous disaient « mais enfin comment vous abandonnez votre ambition, mais alors qui va nous défendre, qui va défendre maintenant l'idée de l'Europe puissance, etc. etc. » Donc, quand on ne le fait pas, on nous le reproche, et quand on le fait, on nous dit « ah, toujours cette espèce de mégalomanie française qui veut faire de l'Europe un multiplicateur de la puissance française. » Mais enfin, la réalité est que si on n'était pas là, personne ne le voudrait, et je crois qu'on a raison de le faire, qu'il faut continuer à le faire, que l'Europe doit être présente dans la table des négociations futures. Le paradoxe, deuxième point, il y a quand même quelque chose de paradoxal dans la politique française à l'égard de l'Union européenne. En fait, nous avons échoué pratiquement depuis le début, depuis la construction, début de la construction européenne. Les Français, De Gaulle, puis d'autres, Joubert, etc., revendiquaient une Europe puissance politique, avec toutes les ambiguïtés que ça veut dire. Mais on n'a pas réussi à le faire. L'Europe s'est développée en adoptant le modèle contradictoire au modèle français, qui était le modèle britannique. C'est-à-dire une Europe, espace, grand marché, libéral, avec le minimum de dimension politique. Et donc, notre revendication d'Europe puissance, on a toujours échoué à le faire. C'est le modèle anglais qui a gagné. L'Europe est aujourd'hui effectivement sans dimension politique majeure, et l'Europe veut continuer à être sous la dépendance de la dimension politique américaine, parce que tout simplement c'est plus économique, c'est plus tranquille de laisser l'Amérique gérer le monde que de prendre la responsabilité
d'une influence mondiale. C'est beaucoup plus confortable de laisser les Américains, même quand ils sont faux. Et donc, on a toujours perdu. Le modèle anglo-saxon a gagné, mais c'est aujourd'hui le Royaume-Uni qui perd. C'est aujourd'hui le Royaume-Uni qui s'en va, qui quitte son modèle quand il a gagné. Et paradoxalement, c'est le modèle français qui revient à la mode. Et je trouve ça très encourageant, comme quoi 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais ce que je voulais dire vraiment, c'est que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Alors, est-ce que c'est par égoïsme national que la France revendique une Europe puissance? Est-ce qu'elle est assez stupide pour ne pas voir que si l'Europe devenait une grande puissance politique, eh bien la puissance politique française serait noyée dans une puissance à 27? Non, elle n'est pas stupide à ce point-là, mais je crois qu'il faut être naïf. Personne ne construit l'Europe par amour de l'Europe ou par amour des autres. On construit l'Europe parce que c'est l'intérêt bien compris de chacun, y compris les pays qui n'ont pas envie d'être des grandes puissances, comme il y a des pays qui ont renoncé à l'histoire, ou des pays qui n'ont jamais compté dans l'histoire. Je ne vais pas citer des États, mais enfin, il y a des pays qui n'ont jamais eu un rôle dans l'histoire, et des pays qui ont renoncé, qui préfèrent que l'Amérique le fasse à leur place. Mais nous, non. Et donc, même ces pays qui ont renoncé comprennent bien que dans 30 ans, il faut mieux quand même être représenté par un Européen à la table des grandes négociations plutôt que d'être soumis aux nouveaux diktats américano-chinois. Et donc, je crois que la puissance européenne sert effectivement la puissance française et qu'elle ne la dilue absolument pas. Elle la transmue dans quelque chose de beaucoup plus collectif et de beaucoup plus important. Alors, je vois Frédéric Charillon qui acquiesce. Je vais rajouter une question à ma question et qui rebondit sur ce que vient de dire Nicole Liesotto. Est-ce que justement dans ce contexte du président Trump aux États-Unis et de ses positions à l'OTAN, dans le contexte du Brexit et de ce modèle français qui commence à s'imposer, est-ce qu'on peut avoir un espoir que les lignes bougent et que cette Europe puissance soit aussi une projection de la vision française de la puissance ? Oui, c'est vrai qu'il y a un contexte nouveau là, qui s'accélère depuis quelques années, depuis 2016 si on veut, mais en réalité depuis un petit peu plus, qui va forcément changer la donne. Bon, d'abord, juste d'un mot pour revenir sur cette contradiction, c'est vrai qu'on a eu parfois ce sentiment que les Français n'étaient intéressés par l'Europe que si ça multipliait leur propre influence. Parfois d'ailleurs de façon un peu contradictoire. Je me souviens très très longtemps à Sciences Po, Alfred Grosser avait une formule comme ça, il disait finalement la France attendrait de l'Europe qu'elle rende l'Allemagne plus puissante que l'Union soviétique mais moins puissante que la France et ça risque d'être dur. Bon, et c'est vrai que c'était pas faux, on avait un peu ces contradictions, mais en réalité on n'a pas le choix et l'Europe puissance, c'est vrai, Nicole l'a dit, on n'a pas réussi à l'imposer, mais c'est quand même, il y a quand même une vision qui est cohérente, qui consiste à dire il faut, si on n'a pas ça, on va disparaître. Bon, aujourd'hui, il y a le feu un petit peu de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a une Amérique qui s'engage, qui s'engage moins, qui fait peser un doute sur sa garantie de sécurité, parce que le président Trump n'a pas forcément eu des mots toujours rassurants, ni vis-à-vis de l'article 5 de l'OTAN, ni vis-à-vis de ses alliés, etc. C'est pas tout à fait la première fois. On se souvient au moment des guerres balkaniques qu'on avait eu beaucoup de mal à engager les Américains et que pour la première fois, les Français et les Britanniques s'étaient ensuite rapprochés au moment de Saint-Malo parce qu'ils s'étaient aperçus que l'automaticité du soutien américain n'était pas garantie. C'est d'ailleurs Nicole qui avait écrit à l'époque « Mourir ensemble » à propos du rapprochement franco-britannique justement face à ces doutes ou ce traînage de pied américain, mais aujourd'hui c'est peut-être encore plus fort. Il y a une résurgence des menées ou des ambitions russes en Europe, avec lesquelles il faut composer. Là encore, il y a le débat qui a été ouvert récemment par Emmanuel Macron sur la relation à avoir avec la Russie, mais ça panique un certain nombre de nos partenaires européens sur le flanc oriental et central de l'Europe. Il y a évidemment le départ de la Grande-Bretagne qu'il va falloir gérer, mais en même temps, ce sont les Britanniques, ça vient d'être rappelé, qui se sont toujours opposés à cette Europe puissance. Donc que va-t-il se passer après leur départ? Et puis il y a évidemment la montée en puissance de la Chine qui pose une question un petit peu nouvelle, c'est que le défi n'est plus tout à fait forcément en Europe. Bon, il y a tout le basculement vers le Pacifique d'une manière générale, mais il y a aussi le fait, y compris pour l'OTAN, que aujourd'hui la puissance d'en face n'est peut-être plus celle qui était dans la sphère Atlantique Nord et européenne en priorité. Donc tout ça effectivement est nouveau. On pourrait dire aujourd'hui que l'Europe puissance, elle a deux agents de communication ou deux impresarios qui sont assez formidables, combinés surtout entre eux, c'est Trump et Poutine.
parce qu'à eux deux, ils ont fait prendre conscience à un certain nombre de pays européens qu'il fallait... Alors, c'est pas gagné, parce qu'on le voit bien, les divisions sont très nombreuses. Et d'ailleurs, même au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui restent très très proches de la Russie, d'autres très proches des États-Unis, d'autres qui, pour des raisons de moyens, de culture, ne veulent toujours pas, malgré tout, malgré les dangers, se lancer dans cette aventure d'Europe puissance. Mais on sent bien, tout le monde sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, mais on n'a évidemment pas encore pour le fin mot. Henri Vernet. Oui, que les choses bougent, tout à fait. Elles bougent dans le sens où l'Europe devient moins naïve. On est encore loin de l'Europe puissance, ça c'est très clair, et en effet tout le monde ne le veut pas. Je suis pas un peu moins pessimiste que vous quand vous dites qu'il n'y a que les Français qui le veulent. Je pense quand même que ça commence à être partagé par d'autres partenaires. Mais disons que les Français restent en pointe. En tout cas, tout le monde est à peu près d'accord pour être moins naïf. En effet, avec ces agents, comme vous dites, avec ces sponsors involontaires ou contrariés de l'Europe que sont Trump et Poutine, mais avec des choses très concrètes. Trump, en s'essuyant les pieds tous les matins sur les accords multilatéraux, quels qu'ils soient, que ce soit les accords de sécurité sur le nucléaire avec l'Iran, que ce soit les accords commerciaux dont il veut même pas entendre parler, parce que pour lui, seule la logique du deal immédiat est la bonne, mais que ce soit évidemment Xi Jinping, enfin les Chine de manière générale, quel que soit son dirigeant, même si ils sont plus inamovibles que ceux du reste du monde, qui pareil, ne sont pas des grands adeptes du respect des règles internationales, et évidemment Trump, et évidemment Poutine, comme vous disiez. Pourquoi l'Europe est moins naïve? Parce que par exemple, si on garde le cas de Poutine, l'exemple de Poutine, bien des pays européens ont été victimes ces dernières années d'attaques, de cyberattaques, et que le doute a plané, y compris sur les récentes élections européennes. Il y a même une cellule qui s'était constituée à Bruxelles. Alors certes, elle était dérisoire. Je crois qu'il s'agissait d'une douzaine d'experts quand un centre de Saint-Pétersbourg en compte 250. Mais il y a quand même cette prise de conscience que oui, il faut arrêter d'être irénique, quoi. C'est pas on n'est pas dans un grand monde qui va vers la prospérité, vers la paix, et donc les Européens sont moins naïfs. Et en effet, on le voit sur des choses très concrètes. Dans cette commission, alors sans même parler de la dernière Juncker, mais par exemple, on est vraiment, si ce qui apparaît sur le papier se traduit dans la réalité les prochaines années, on est quand même loin de la commission Barroso, qui était un petit peu le caniche des Américains. C'est-à-dire que Madame von der Leyen, un des premiers mots qu'elle a employé quand elle est passée en audition devant le Parlement européen, c'est une Europe puissance géopolitique. Mais jamais un Barroso, jamais un autre n'aurait employé un tel terme. Une puissance géopolitique, c'est un mot français, ça. C'est Ursula von der Leyen. Alors certes, elle est née à Bruxelles, elle a grandi en français, mais quand même, c'est une Allemande, c'est une ancienne ministre allemande. Donc on sent qu'il y a quand même une évolution des esprits. Non seulement elle dit ça, mais elle crée également un commissariat à la prospective. Je ne sais plus quel est le mot anglais, mais bref, ça veut dire quoi un commissariat à la prospective? Ça veut dire qu'on va s'occuper de stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si un cas, on peut le penser, en tout cas on peut le déduire de ça, que si un cas comme la fusion Alstom-Siemens se représentait, eh bien peut-être que cette commission-là ne ferait pas la faute stratégique évidente de la refuser parce que c'est pas conforme aux règlements ultralibéraux, comme vous disiez, qui régissent actuellement l'Union européenne. Donc il y a quand même cette prise de conscience, il y a cette affirmation européenne. On verra bien si ça se traduit dans les faits. C'est tout simplement en réaction donc face aux urgences, à l'urgence, encore une fois, d'États qui sont de plus en plus des États ou autocrates ou voyous, et que les États voyous ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des États qui ont vraiment pignon sur rue sur la planète. Donc, cette espèce de réaction européenne vers plus d'affirmation, elle me paraît assez salutaire. Encore une fois, il faut voir si elle sera vraiment traduite dans les faits dans les mois, dans les années qui viennent. Elle crée aussi une DG Défense, ce qui aurait paru totalement incongru il y a une dizaine d'années. Complètement. Là, le portefeuille, alors Sylvie Goulard, on verra bien si elle passera l'écueil de la commission. Mais a priori, pas faire de plan sur la comète, mais il semblerait que ce soit possible. Peu importe. Mais en tout cas, son portefeuille
portefeuille de commissaire est assez exceptionnel. Dedans, il y a en effet le marché intérieur, mais il y a également les questions de défense, les questions stratégiques. Donc ça, ce sont des mots, des thèmes qui étaient vraiment relégués au second plan dans toutes les commissions précédentes. Donc il y a quand même clairement un changement de pied, un changement d'état d'esprit d'une Europe beaucoup moins naïve, beaucoup moins prête à se laisser marcher sur les pieds. Pascal Boniface, est-ce que l'Europe est en train de devenir une puissance et quelle peut être la place et le positionnement de la France ? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Henri sur la nouvelle commission. En fait, c'est la 3e commission depuis le traité de Lisbonne et à chaque fois, il y a une ampliation, un progrès, une plus grande force. Alors, est-ce que la France et l'Europe sont complémentaires ou est-ce qu'elles s'opposent ? Est-ce que la France risque de se noyer dans l'Europe ? Dans les années 80, le PIB chinois était 4 fois inférieur au PIB français. Aujourd'hui, il est 4 fois supérieur. Donc la France seule, on n'est pas tout à fait sur le même pied d'égalité. Et en même temps, les Chinois font toujours attention à nous, de façon très forte. Ils nous prennent en considération pour 2 raisons, qui ne sont pas incompatibles, mais qui sont complémentaires. C'est parce que la France est un pays important, membre permanent du Conseil de sécurité, qui a une puissance militaire, et donc ils en ont besoin pour de multiples dossiers. Et deuxièmement, parce que la France est un pays moteur de l'Union européenne, qui est un partenaire extrêmement important pour la Chine. Et c'est en jouant sur cette double qualité. Il ne faut pas que la France se noie dans l'Europe, il faut qu'elle garde une diplomatie indépendante, un outil nucléaire indépendant, un siège permanent indépendant, parce que on ne va pas partager avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous quelque chose qui nous appartient. On ne va pas être naïf à ce point-là. Et effectivement, comme Nicole l'a souligné, la difficulté, c'est que beaucoup de pays européens n'ont pas envie de puissance. Je pense que l'élargissement nous a plutôt affaibli. L'élargissement européen a plutôt affaibli l'Europe puissance, puisque, pour des raisons historiques, les nouveaux pays, généralement, pensent qu'il faut se faire protéger encore et toujours par les États-Unis. Mais que ça bouge un peu et qu'il faut continuer à cela, et que l'espoir, c'est que de le faire avec un petit noyau et de commencer. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que l'Europe perd l'irénisme dont Henri parlait. C'est le ministre allemand qui disait que les Européens sont des herbivores dans un monde de carnivores. Ils vont se transformer en véganes et bientôt ce seront des proies. Donc effectivement, comme les autres parlent puissance, on ne peut pas ne pas parler puissance par rapport à Poutine, par rapport à Xi Jinping, par rapport à Trump. Trump est un accélérateur de la construction européenne, tellement il est répulsif, y compris pour les Allemands. Et on a bien vu, je crois qu'un des meilleurs coups que Macron a fait, c'est d'inviter Angela Merkel et Jean-Claude Juncker en recevant Xi Jinping pour dire attention, on est l'Europe, mais il l'a fait en 2 temps. Il l'a reçu comme président français et ensuite comme président français, membre de l'Union européenne. Et je crois que c'est dans ce sens-là que l'on peut peser plus. Nicole Liesotto, vous vouliez compléter. Un tout petit commentaire, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Les choses changent dans le bon sens en Union européenne. On peut être optimiste sur le fait que les Européens vont affirmer une identité, tout simplement, une pensée et une action différente sur la scène internationale, quels que soient les sujets. Mais il y a quand même un grand mais. Le problème, c'est pas simplement la réticence de ceux qui préfèrent encore le confort atlantique, le grand mais, c'est l'opposition brutale, frontale que les États-Unis déploient depuis maintenant 1 an contre ce qu'ils sentent bien être cette nouveauté européenne, et en particulier pour la fameuse compétence, non pas défense, mais industrie de défense, qu'aura Sylvie Goulard dans son portefeuille au marché intérieur. Les Américains ont envoyé une lettre extraordinaire. Enfin, c'est vraiment, vous n'avez pas le droit, c'est pas comme ça qu'on doit faire, etc., etc. Donc, il ne faut pas négliger la contre-offensive américaine face à ces velléités d'affirmation de l'Europe. Et c'est là où je crois on a besoin de la France, parce que les Français, au moins pour ça, ne se laisseront pas intimider par comme a dit Madame Parly, l'article du traité de l'OTAN, c'est l'article 5, c'est par l'article F-35. Merci. On va passer la parole à la salle et c'est l'heure du débat. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, on ne voit personne, donc j'espère. Il y a monsieur devant, me semble-t-il. Les micros arrivent. On va prendre 2-3 questions et puis on fera un tour de table pour répondre, ce qui permet en général de répondre à plus de questions de la part de la salle. Bonjour aux intervenants tous. Alors j'ai une simple question à poser. Ça porte sur l'importance de la France sur
dans le domaine de l'éducation dans le monde. Enfin, il paraît que la France la première université française est au-delà de la 30e place. Alors bon, effectivement, ça donne pas un classement très flatteur. Alors ma question, c'est qui met les notes? Enfin, est-ce que c'est des Américains ou les Chinois? Enfin, sur quels critères est fondé ce classement? Voilà, c'est tout. Vous faites référence au classement de Shanghai et à la dernière publication, c'est bien ça, du classement de Shanghai? Oui, c'est ça. Disons que c'est régulièrement annoncé. Enfin bon, le dernier, Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, en bas, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas où sont les micros. Je vous remercie. Ah bah super, je vous remercie de vous lever pour qu'on vous voit, parce que nous, d'ici, on est un peu éblouis par les spots. Bonjour, bienvenue en Bretagne, à Nantes. Alors, pour Madame Goulard, je tiens à préciser, elle n'est pas encore nommée. D'après ce que j'ai compris, elle a une histoire judiciaire, plus elle touchait 12 000 € par mois d'une fondation américaine douteuse. L'Europe, de toute façon, défense, ça n'existera jamais. Le F-35 américain, ce très mauvais appareil de bombardement nucléaire, il est vendu aux Polonais, ils nous l'achètent, enfin ils achètent le bombardier F-35 aux Américains, les Polonais, les Belges font pareil, donc ça ne marche pas. L'histoire de la défense, et donnez-moi l'adresse, le numéro de téléphone du détenteur du bouton nucléaire rouge, du gros bouton rouge. Ça n'existe pas encore. La seule adresse pour l'impérium nucléaire en France, c'est Emmanuel Macron. Alors ma question, c'est celle-ci. On a parlé de grande puissance, mais grande puissance numérique, puisque à la maison, j'utilise Twitter, j'utilise Microsoft, j'utilise Google, j'utilise rien de français, quoi. Donc nous sommes une colonie numérique américaine. Donc pour moi, les choses sont dites. Je vais faire Greta Thunberg. Je veux que vous ayez peur. Je veux que vous paniquiez. Nous sommes en phase d'effondrement au niveau souveraineté. Merci. Bonjour. Vous avez commencé sur la France grande puissance et puis finalement vous êtes arrivé à l'idée que ça ne pouvait être que collectif et on arrive finalement à Europe puissance. D'où ma question, à quand un siège d'ambassadeur à l'ONU qui soit occupé par un franco-allemand et qui rendrait des comptes aussi bien à Paris, au Quai d'Orsay qu'à Berlin? Alors, nous avons des questions très différentes sur l'importance de la France dans le classement de Shanghai et pourquoi les universités françaises. Voilà, tout à fait. Je pense que le mieux, c'est de répartir les réponses. Qui veut commencer? On fait alors une dernière question. Oui, j'ai vu la progression, effectivement, qui nous a amené vers le fait de dire que la France, l'influence de la France, en fait, ne peut se comprendre que dans le cadre de l'Europe. Bon, ok. Or, si je me réfère à quelqu'un qui s'appelle le général de Gaulle, il parlait de la stratégie du faible au fort. Et ça, je crois qu'on l'a totalement oublié. C'est-à-dire que la France, elle a peut-être quelque chose à dire au monde. Alors, je pose la question, est-ce qu'elle a quelque chose à dire au monde? Est-ce qu'elle a une vision pour le futur? Est-ce qu'elle a un dessein sur des principes qu'elle a envie de partager avec le monde? Et est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions quant à cette volonté, quant à ce dessein, quand on pense par exemple au fait, ce qui s'est passé avec Alstom, quand on pense à l'abandon du projet Astrid qui vient d'avoir lieu tout récemment, c'est-à-dire que là où on a des points, des secteurs d'excellence pour la France, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Je ne parle même pas du fait, par exemple, que nos renseignements utilisent Palantir, qui est totalement américain. Donc ça veut dire quoi, l'influence de la France dans ce contexte-là? Et est-ce qu'il y a une véritable volonté de se projeter par rapport aux défis du futur qui sont absolument énormes et dont on a très peu parlé? Merci. Alors, on va peut-être partir du plus spécifique et du plus précis au plus général. Quelqu'un veut répondre sur les universités françaises, le classement de Shanghai? Frédéric Charillon. Rapidement, je dirais un tout petit mot sur les autres, si vous me permettez, mais très vite, vraiment, c'est promis. Sur Shanghai, oui, c'est vrai que c'est un indicateur qui est controversé, parce que, comme tous les indicateurs, tous les classements de ce type d'ailleurs, il faut regarder plus, je crois, c'est vraiment personnel comme réponse, je pense qu'il faut regarder plus en termes d'influence que
de classement. Alors, évidemment, c'est lié parce que à partir du moment où un pays est réputé pour ses universités, il attire. Mais la vraie question, c'est comment attirer des cerveaux et comment attirer l'excellence dans la compétition pour l'excellence. On sait que les classements sont controversés. On sait aussi qu'il y a des pays qui ne sont pas dans les classements de Shanghai et qui sont en train de se propulser au plus haut niveau dans les classements des boursiers accueillis, pour des raisons d'ailleurs souvent qui ne sont pas uniquement sur des critères d'excellence universitaire. Par exemple, l'Arabie Saoudite est en train de passer à la 5e place du nombre de boursiers accueillis chaque année. Donc c'est assez compliqué cette question. Il ne faut pas uniquement se fier au classement de Shanghai. Sur le siège aux Nations Unies, juste un tout petit rappel très rapide, il y a des textes. On ne peut pas comme ça décréter aux Nations Unies qu'on va remplacer des sièges nationaux par des sièges collectifs ou autres. Il y a un droit international qui réclamerait pour être modifié un consensus. Donc ça ne se fera pas comme ça. Et puis, oui, sur le numérique, je crois que monsieur a raison. D'ailleurs, je crois que vous avez volé mon enfance et mes rêves en rappelant, comme Greta Thunberg, que nous étions assez mal placés. Mais je pense que ça bouge. Ça bouge quand même. Et il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais vous avez raison. Là, il y a un risque majeur. La prise de conscience, me semble-t-il, mais je suis sûr que d'autres connaissent ça mieux que moi, la prise de conscience est là. Ça va être une course de vitesse. C'est pas sûr qu'on la gagne. Merci. Alors justement, quelqu'un veut-il rebondir sur a-t-on déjà perdu la bataille du numérique et... Ok, super. Nicole, sur la souveraineté en général. Sur la souveraineté. Sur la question de monsieur, le pessimisme extraordinaire de monsieur. Bon, vous n'avez pas tort. L'Europe a été une colonie américaine pendant, disons, jusqu'en 92, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, l'unité allemande et l'élargissement de l'Union européenne. Nous avons été une colonie monétaire pendant très longtemps, quand le dollar était encore l'étalon de toutes les monnaies. Nous avons été une colonie économique, nous avons été une colonie stratégique, évidemment, et technologique. Donc on achetait américain. Ça, c'est vrai. Et maintenant, ce qui reste de cette dépendance européenne, c'est essentiellement sur le plan du numérique. Mais on ne l'est plus sur d'autres plans. L'Europe a retrouvé une souveraineté monétaire totale, en tout cas pour les pays qui sont membres de l'euro. L'Europe a retrouvé une souveraineté économique absolue. Nous sommes même la première puissance économique du monde. Le PIB agrégé de l'Union européenne est plus important que le PIB des États-Unis ou le PIB chinois. Personne ne le dit, mais l'Union européenne, ensemble, est la première puissance économique du monde. Nous sommes en train de construire une autonomie stratégique. Alors vous pouvez être très pessimiste sur les progrès de la défense européenne, parce qu'effectivement, il y a toujours un ou deux exemples à donner pour montrer que ça ne marche pas. Mais en tout cas, quand la Commission propose d'investir 20 milliards d'euros pour booster l'industrie de défense européenne dans sa prochaine mandature, si ça passe au Parlement européen, ça fera quand même une différence. Donc je pense qu'effectivement, vous avez raison sur le constat, mais que votre constat est partiellement daté. L'Europe se décolonise d'une certaine façon, ça prend du temps, mais Trump nous aide et nous encourage. Et moi, je suis très optimiste sur l'avenir. Alors, sur le numérique, je pense que c'est beaucoup plus difficile que sur le reste, parce que nous n'avons pas les grands GAFA qui nous permettraient de tenir tête aux Américains. Mais nous avons deux génies, si je puis dire. Nous avons un génie de gouvernance, un génie juridico-normatif, et que nous essayons de promouvoir un usage du numérique qui quand même soit compatible avec le respect de la vie privée. Le règlement que les Européens ont adopté l'année dernière de protection des données privées est une révolution dans le monde du numérique. Et donc nous avons peut-être, non pas des grands GAFA, mais nous aurons peut-être assez d'influence pour imposer aux GAFA une gouvernance moins libérale que celle qu'ils font aujourd'hui. Et deuxièmement, nous avons une possibilité de choix entre les GAFA chinois et les GAFA américains. Et là, c'est un moyen d'influence considérable. Donc, je voulais dire au moins ça sur votre pessimisme. Sur le siège à l'ONU, juste un mot, c'est pas simplement une question de droit, c'est que le siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies veut dire que le pays qui a son siège permanent est prêt à défendre la Charte des Nations Unies, en particulier donc l'article 7 qui dit que le pays est prêt à rétablir la paix et la sécurité internationale quand elles sont rompues. Autrement dit, c'est pas simplement un droit d'être membre permanent du Conseil de sécurité, c'est une
responsabilité, c'est un devoir. C'est-à-dire, il faut mettre la main à la pâte, il faut aller en guerre quand il le faut, il faut voter des résolutions d'usage de la force quand il le faut, et il faut mettre des troupes quand il le faut. Et les Français mettent des troupes non seulement dans les forces des Nations Unies, les casques bleus, mais également dans les opérations militaires des Nations Unies qui relèvent de l'imposition de la force du chapitre 7. Et pourquoi on ne peut pas partager ça aujourd'hui avec nos partenaires de l'Union européenne ? Parce que pratiquement sur 27, il y en a peut-être 25 qui ne veulent pas prendre cette responsabilité, qui ne sont pas prêts à mourir pour l'ordre international. Et c'est pour ça que ça ne se partage pas. C'est pour l'instant, en tout cas. Moi, je pense qu'un jour, peut-être dans 50 ans, peut-être que les Européens auront suffisamment fait des progrès les uns vers les autres pour partager la même vision du monde et la même volonté d'agir sur le monde. Et peut-être qu'on pourra le partager. Mais tant que personne ne veut mourir pour la stabilité internationale et qu'on est le seul à le faire avec les 4 autres, il n'y a pas vraiment de raison de partager. Alors, j'aimerais bien qu'on réponde à la dernière question, et là je me tourne vers Pascal Boniface et Henri Vernet. La France a-t-elle encore quelque chose à dire au monde ? Oui, effectivement, notamment pour l'instant, c'est effectivement le discours du multilatéralisme, de la médiation pour la prévention des conflits, aussi bien l'engagement sur le dossier iranien que sur le climat et la défense. C'est un dossier, la défense du multilatéralisme, qui est mis en cause par Trump, mais aussi par les Chinois, par Poutine, et quelque chose. Et d'ailleurs, il y a eu à New York une réunion des ministres des Affaires étrangères sur le multilatéralisme, et plus de 60 ministres des Affaires étrangères sont venus de tous les pays. Donc voilà, il y a des dossiers sur lesquels la France peut avoir un message. Mais effectivement, votre question souligne quelque chose, c'est qu'il y a eu des tentations dans le passé d'avoir pour mission d'être le meilleur allié des Américains. Et cette tentation, d'ailleurs, existe toujours. Emmanuel Macron, quand il parle de l'État profond, il ne parle pas en l'air. On peut le faire, parce qu'effectivement, très souvent, les Américains disent « formidable, l'outil militaire français, ça marche bien », et il y a des réformes qui est formidable, les Américains disent qu'on est leur meilleur allié. Je ne pense pas que ça soit le but ultime de notre diplomatie. Parce que si c'est ça, on disparaît, on n'a plus notre spécificité. Et vu d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, la France est grande si elle est elle-même, pas si elle est le meilleur allié de quelqu'un d'autre. Et je ne fais pas l'apologie de Macron, mais lorsqu'il dit la France n'a pas à être l'allié minoritaire ni des États-Unis ni de la Chine, je crois qu'il a raison. Il faut que la France soit elle-même. Et après, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et là, il faudra voir si Emmanuel Macron va lui-même jusqu'au bout de la logique, parce que pour l'instant, il s'oppose à Trump, mais sans franchir. Par exemple, je trouve qu'on aurait pu accueillir Edward Snowden. Ça aurait été un geste. Si Edward Snowden avait été russe ou chinois, on l'aurait accueilli sous les applaudissements avec des envolées lyriques de toute la presse. Et là, en fait, on se dit, attention, là, c'est peut-être une ligne rouge à ne pas franchir pour ne pas fâcher Trump. Je pense que c'est dommage. Sur ce qu'elle a apporté au monde, on l'a évoqué tout à l'heure, pour ma part, en disant que c'est la défense des valeurs. Alors, après, vous avez raison, c'est vraiment une bonne question, parce que déjà, au niveau français, on se demande au fond les différentes familles politiques, d'ailleurs, quel est réellement le projet, quel est le grand dessein que peuvent nous proposer les uns les autres. Je crois qu'au fil des élections, on désespère d'en voir apparaître un, encore une fois, quel que soit le camp politique. C'est ce qui devient le plus difficile, au fond, à se projeter sur un avenir. J'ai entendu beaucoup, le général de Gaulle et cette époque-là ont beaucoup été cités par les différents intervenants. Mais enfin, peut-être que les choses étaient plus simples quand, en gros, il y avait deux camps, un camp capitaliste, un camp socialiste, une guerre froide, et que, clairement, l'objectif était d'arriver à être un peu indépendant et à promouvoir des valeurs dans cet affrontement-là qui figeait un petit peu les choses. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus d'idéologie dominante, il n'y a plus d'enjeux vital en dehors justement d'enjeux religieux, d'enjeux écologiques de plus en plus et d'enjeux économiques. Donc c'est pas évident de promouvoir quelque chose. Mais il me semble justement que là, de manière assez pragmatique et assez modeste et humble finalement, la France et donc les partenaires qu'elle peut avoir qui sont prêts à jouer ce jeu-là avec elle, leur message au monde, pour répondre à ce que vous dites, eh bien, c'est de défendre, de préserver ces valeurs, c'est-à-dire tout simplement des espaces géographiques où on peut encore vivre selon des critères démocratiques.
il me semble que ces espaces-là ont vraiment tendance à se réduire sur la planète, y compris tout près de chez nous. Enfin, je veux dire, quand on voit, alors, même si heureusement il y a une réaction, c'est vraiment ces derniers jours, ces dernières semaines au Royaume-Uni. Enfin, ce pays qui était l'incarnation même de la démocratie parlementaire, du régime démocratique achevé, alors qu'ils ont pourtant un roi ou une reine à leur tête. Quand on voit la manière dont un référendum, il n'y a pas plus opposé, je veux dire, à l'ADN britannique que de faire un référendum. Ils en font un, et puis manque de bol, c'est sur le Brexit. Alors, je ne me prononce pas du tout sur le Brexit, là n'est pas la question. Chaque peuple a droit évidemment de choisir son destin. Mais quand on voit les vicissitudes sur lesquelles tout cela a débouché, on se rend compte que le champ démocratique, c'est quand même inimaginable de voir un Premier ministre britannique suspendre son Parlement. Et il faut que ce soit un juge qui y mette le holà. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit les citoyens britanniques eux-mêmes qui le fassent. Bon, et alors sans parler évidemment de certains pays de l'Est, encore une fois, enfin de l'ex-Est, de démocrature, comme on dit, parce que c'est une réalité, c'est pas un gros mot de dire qu'il y a vraiment des pays qui balayent un petit peu la démocratie, les valeurs démocratiques dans notre espace européen. C'est vrai que c'est un problème, on les sanctionne pas, on n'est pas assez vigilant là-dessus, et sans parler de ce qu'il y a au-delà des frontières de l'Europe. Donc le message qu'on peut adresser au monde, c'est ne serait-ce que celui-là, quoi, encore une fois, de promouvoir des valeurs. Mais est-ce qu'on est sûr, nous Français, d'y tenir autant que cela, ces valeurs? Moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la définition, le fronton républicain, liberté, égalité, fraternité, je ne suis pas sûr que tout cela soit encore au cœur de tous les citoyens. Je ne crois pas. Il me semble que c'est un petit peu battu en brèche par la situation dans laquelle on se trouve. On l'a bien vu. Enfin, c'est un peu dans le livre pour lequel j'ai reçu un prix. On voit quand même que notre demande, notre exigence, notre sentiment de liberté s'est un petit peu réduit ces dernières années suite aux vagues terroristes. Donc les valeurs, c'est très bien d'avoir un message de valeurs adressé au monde. Encore faut-il être sûr de les porter soi-même. Après, juste sur le siège commun à l'ONU, bien sûr, moi, il me semble, il y avait un comité. C'était quoi le comité des sages? C'était pour les 50 ans de l'ONU, sauf erreur, ou les 60 ans. On avait mis sur place un comité des sages internationaux, 2005, les 60 ans. Côté français, il y avait Robert Badinter qui y siégeait. Je crois qu'il y avait une dizaine ou une douzaine de sièges internationaux comme ça. Et la question du siège commun et de la nouvelle répartition du Conseil de sécurité, c'était déjà au cœur des travaux. Qu'est-ce qu'il en est résulté? Absolument rien. Bon. Là, tout dernièrement, quand il a été question en effet d'un siège franco-allemand, de dire attendez, mais pourquoi vous, Français, surtout maintenant en effet que la Grande-Bretagne sera dehors, pourquoi est-ce que c'est vous qui auriez un siège permanent? Alors ça a été souligné et contesté de manière très grossière, il faut bien le dire, par l'héritière désignée de Madame Merkel. Alors à Kaka, je n'ai plus en tête la future chancelière. Dites-le parce que rappelez-vous la manière dont elle s'en est prise aux Français en disant mais voilà, il faut renoncer à votre siège, il faut partager. Bon, tout ça était avant tout un enjeu interne allemand. Mais après tout, est-ce que c'est politique interne allemand? Mais est-ce que c'est si important? Très sincèrement, l'ONU, ça sert. Est-ce que vous avez déjà vu le Conseil de sécurité prendre des décisions qui soient, je veux dire, qui soient réellement égales dans le monde? C'est-à-dire que on décide des interventions quand il s'agit de pays faibles. Quand des situations scandaleuses touchent à des pays puissants, l'ONU n'a jamais levé le petit doigt. Enfin, je veux dire qu'il y a des résolutions de l'ONU qui ont 50 ans et qui restent inappliquées. Quand l'ONU, par exemple, n'a pas validé la guerre de Bush en Irak, la guerre a eu lieu quand même. Donc alors c'est très bien d'avoir un siège permanent à l'ONU, ça flatte l'ego, ça flatte beaucoup de choses. Mais enfin, encore une fois, dans un monde où la grande tendance à laquelle on assiste, c'est justement encore une fois de piétiner tout ce qui est accords multilatéraux, tout ce qui est droit international. Moi, j'ai pas l'impression que l'ONU soit promis à un grand avenir. Donc, est-ce qu'il faut réellement se battre pour ça? Je serais le premier à le regretter, je veux dire, mais enfin, c'est quand même un constat assez réaliste. Je pense pas. Les Américains, de manière générale, ont jamais été très intéressés par l'ONU. Ils payent pas leurs cotisations à la plupart des organismes qui en dépendent. Et je crois pas que Trump soit le président qui reviendra sur cette tendance quand même bien ancrée chez les Américains. Et ce que vous disiez, en revanche, est-ce que la guerre numérique, elle est vraiment perdue, etc. Il y a quand même une chose qui a marché en Europe, c'est Galileo. Galileo, c'est une alternative au grand système GPS américain, etc. Galileo, comment c'est né?
c'est né sous Mitterrand. C'était la première guerre du Golfe, donc l'invasion du Koweït, à laquelle la France avait participé, hein, le dispositif Daguet. Et quand donc on a montré à Mitterrand, parce que les présidents français, dès qu'il y a un petit peu de militaire, dès qu'il y a un petit peu de guerre qui se met en œuvre, ils deviennent tous des grands stratèges. Ils se piquent tous au jeu, quels qu'ils soient. Et donc en l'occurrence, même Mitterrand. Et donc quand on lui avait montré les cartes d'état-major avec les cibles que pourraient aller frapper les avions français, qui n'avaient pas de radar, etc., c'était des vieux Jaguars, il s'est rendu compte, Mitterrand, qu'il y avait tout un tas de renseignements qui étaient occultés sur les cartes d'état-major qu'on lui présentait. Et donc il a demandé à son chef d'état-major pourquoi c'était occulté, pourquoi c'était caviardé. On lui a dit, parce que les cartes, ce sont les cartes des Américains, et donc il y a des choses qu'ils ne veulent pas nous montrer, ils ne les montrent pas. C'était quand même extraordinaire. On participait à une opération militaire, mais il y a plein d'éléments qui échappaient aux Français qui étaient partie prenante au dispositif militaire. Et c'est là que Mitterrand a dit, non, il faut que nous, Européens, on ait nous aussi notre système, et c'est comme ça, et d'ailleurs, là, voilà, d'autres Européens ont été convaincus, et c'est comme ça que Galiléo est né. Donc on peut penser aujourd'hui que la disproportion est telle, en effet, entre notre manque de moyens et les gérants numériques, quels qu'ils soient, civils, militaires, etc., que, oui, il y a une prise de conscience. Tout à l'heure, on citait la défense, l'industrie de défense dans le portefeuille de Sylvie Goulard. Il y a quand même, en effet, de gros promesses budgétaires. On verra bien si on mettra vraiment cet argent, mais qui sont dévolues aux industries militaires européennes, pour recherche militaire et recherche européenne, pour développer tout cela. Et puis, vous n'avez pas échappé que récemment, on a créé maintenant un état-major de la guerre de l'espace. Donc ça a été créé en France tout récemment, ça existe également chez d'autres pays voisins, et donc c'est le signe que non, on va pas. Alors cet état-major de l'espace, il a été créé quelques semaines après que les militaires français aient non pas détruit mais écarté un satellite russe qui se montrait menaçant envers un satellite français. Et donc là, il y a quand même vraiment une prise de conscience que oui, il faudrait, là aussi, sur ce terrain-là aussi, il faudrait arrêter d'être naïf. Merci. Alors c'est déjà l'heure d'arrêter notre débat et je suis sûre qu'il y avait d'autres questions, mais je vous invite, et vous pourrez les poser à nos intervenants, puisque je vous invite, pour les intervenants qui le souhaitent et qui sont venus avec des ouvrages, à nous rejoindre à la séance de dédicace qui a lieu en face de la librairie, où un stand de tous les ouvrages publiés par nos intervenants est proposé. Je vous remercie à tous pour la vivacité du débat et votre attention. Je remercie nos intervenants également d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.